Et on ouvre la dernière partie de ce 21-23. On vous en parlait hier soir. Vous l'avez vécu en direct sur l'antenne de France Info. Regardez ces images encore. Le décollage d'Artemis de hier à un petit peu après minuit et demi depuis Cap Canaveral en Floride. 4 astronautes, 3 astronautes américains, 2 hommes, une femme et un astronaute canadien. Ils sont en route vers la Lune. On va voir les images dans une seconde. Aujourd'hui, ils étaient en orbite pour préparer la suite du voyage qui va les mener vers la Lune durant le week-end où ils passeront notamment derrière la fameuse face cachée de la Lune. Si tout se passe bien, ils seront les 4 êtres humains à avoir voyagé le plus loin de notre Terre dans l'histoire de l'humanité. Mais certains vont peut-être ou sont déjà en train de remettre en doute ce qui se passe en ce moment au-dessus de nos têtes malgré toutes les images qu'on a, les interviews, les témoignages des gens qui ont vu le décollage, des Américains de chair et d'os qui ont vu le décollage depuis la Floride. C'est le retour des complotistes. Ils en parlaient déjà sur le programme Apollo. Non, Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'ont jamais marché sur la Lune. C'est ce que disaient les complotistes, à grand renfort d'explications plus ou moins farfelues. On va en parler. Et bis repetita aujourd'hui. Eh bien, on va en parler avec vous, Jean-Bernard Schmitt. Vous êtes journaliste spécialiste des évolutions du numérique et de l'information, directeur du centre de formation des journalistes et de l'école W. Vous avez beaucoup travaillé au cours de nombreux reportages et documentaires sur les fake news et les complotistes. Olivier Lascar, on vous retrouve aussi avec plaisir, rédacteur en chef digital chez Science et Avenir. Vous êtes l'auteur de Deepfake, l'IA au service du faux, aux éditions Erol. Et justement, il y a déjà l'IA, il va en être question chez les complotistes. Regardez justement, depuis le lancement hier d'Artemis 2, ce qui fleurit sur les réseaux sociaux. Vous allez voir quelques extraits, notamment des réseaux sociaux. Voilà, la mission Apollo n'a jamais eu lieu et Artemis 2 ne sera qu'une succession d'images de synthèse. On a également, les gens savent que nous avons truqué notre alunissage. Alors comment peut-on penser différemment s'agissant d'Artemis ? Et puis encore d'autres exemples. Artemis ne peut pas avoir décollé. Il y a un dôme invisible autour de la Terre. Voilà. Et le dernier, après avoir menti sur la Lune, il y a quelque chose de formidable dans le fait qu'Artemis 2 décollerait le 1er avril. Oui, hier, on était le 1er avril. Mais non, ça n'était pas un poisson d'avril. Jean-Bernard, lire cela, et puis Olivier aussi, qu'est-ce que ça vous évoque ? Bon, d'abord, alors, ça fait rire. Parfois, c'est assez désespérant quand même, parce que, comme vous l'avez dit, avec la profusion d'images, de données scientifiques qu'on a, imaginez qu'en 2026, on en est encore à se dire ça sur ce thème-là. C'est à la fois, c'est assez déroutant, et en plus, c'est quelque chose qui, vous l'avez rappelé, remonte à très loin, en fait. C'est vrai que très vite, et de façon assez étonnante d'ailleurs, des idées complotistes, des idées qui remettaient en cause, des thèses qui remettaient en cause le fait qu'on soit allé sur la Lune, ont commencé à fleurir dans les années 70, au détour des années 70. Le contexte était propice à ça, un contexte lié à la défiance, les défiances autour du Watergate, autour de la guerre du Vietnam aux États-Unis. On avait tendance à remettre en cause ce qui avait pu se passer, et il y avait un terreau en fait favorable à ça. Ce qui est incroyable, c'est que plus de 50 ans plus tard, quasiment 60 ans plus tard, on en soit encore là, on rappelle encore ça, et notamment, et c'est ça qui est aussi assez frappant, c'est vrai que l'entrée dans l'ère numérique pour nous, notamment dans l'ère d'Internet, a permis à ces théories qui, souvent, dans les années 70, quand même si elles existaient, restaient contingentées, je veux dire, à un petit groupe de personnes qui lisaient un peu certains livres, etc. Eh bien, Internet a permis à ces théories d'exploser, à la fois de devenir extrêmement populaires, a permis à des gens qui croyaient à ces théories de se mettre en lien les uns avec les autres, de partager, vous parlez de documents, de photos, de vidéos, etc., de les partager, de les commenter, etc. Et puis a permis de propager ces théories de façon exponentielle, notamment avec les réseaux sociaux. Et du coup, on en arrive à ça. 2026, on en est encore à se dire que ce qu'on a fait, ce qui s'est passé en 1969 était faux, évidemment. Et en plus, cette espèce de boucle terrible du complotisme, on en parlera peut-être, qui fonctionne de toute façon en circuit fermé, puisque chaque fait vient alimenter une idée mensongère ou une théorie fumeuse. Eh bien, et c'est une machine en fait qui s'auto-alimente en permanence. Ben, on en arrive à ça, à se dire que tout ce qu'on voit n'existe pas. Et justement, on va revenir à Artemis 2, mais pour reparler de ce que vous disiez, Jean-Bernard, sur le programme Apollo de 1969 à 1972,
Olivier, pendant que vous me répondez, je montre juste la couverture d'un livre, un livre d'Aldo Stéron. On n'a jamais marché sur la Lune. Je vous la montre parce que ce livre a été en tête des ventes sur Amazon dans la catégorie, je crois, grand dossier, et puis dans la catégorie astronomie, numéro 1, devant les ouvrages de Thomas Pesquet. Alors, je ne le mets pas à l'écran pour en faire la pub. À France Info, on est pour le pluralisme des opinions, mais certainement pas pour le complotisme. Mais je vous le montre quand même. Donc ça, c'est un livre complotiste. On n'a jamais marché sur la Lune. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, Olivier? Vous qui êtes, voilà, Sciences et Avenir et scientifique de formation, ingénieur de formation, je le rappelle. Alors, ça met le doigt quand même sur un des paradoxes de l'époque, qui est le rapport aux images. Peut-être que l'espace est plus propice qu'un autre sujet à la grande confusion, parce que dans le discours des spécialistes de la NASA, des grandes agences spatiales, pour expliquer ce qui va être réalisé, on a recours à l'image de synthèse. Donc, on peut voir des sujets qui vont mêler des séquences faites par ordinateur où on voit la capsule Orion qui se désamarre du reste de la superfusée SLS, celle qui est partie hier soir. C'est l'image de synthèse. Et puis, le coup d'après, on va voir une image réelle de la Lune. Donc, tout ça peut créer le terreau d'une forme de confusion. Ça, c'est aujourd'hui, ça va être le cas avec Artemis 2, on va en parler après, mais on revient à 1969, et puis on verra un extrait de documentaire après. 1969, je sais pas, il y a eu l'Amérique, ça a été un programme qui a duré une décennie, lancé par Kennedy. Il y a eu des dizaines de milliers d'ingénieurs, d'Américains qui ont travaillé dessus. Donc dire que tout cela est un vaste complot, il aurait fallu mettre beaucoup de gens dans le secret. Hein. Oui, c'est toujours le paradoxe dans ces théories du complot. On en parlait tout à l'heure. Ce qui est le plus perturbant dans ces récits-là, c'est le fait que, d'après leurs défenseurs, tout fait sens. Enfin, tout est lié, quoi. Il y a une sorte de globalité du complot, et le fait que plus c'est énorme, plus ça passe, quoi. Mais c'est vrai que les années 70, il n'y a qu'à regarder le cinéma de cette époque-là, hein, les films de Pakula, Les 3 jours du Condor, Les hommes du président. C'est le moment de la grande paranoïa et du doute généralisé envers les institutions américaines en l'occurrence. Donc le fait qu'il y a eu il y a même eu de faux documentaires. C'était Carrel qui avait fait ça, je crois. Carrel, oui, a fait. Alors le problème, c'est que William Carrel, qui est un documentariste français, a fait un documentaire au début des années 2001 et 2002. Il est sorti pour se moquer en fait des complotistes. Et le pire, c'est que son documentaire a fini par être utilisé par les complotistes. Ils ont dit, regardez, je crois que c'est le documentaire qui expliquait que tout avait été tourné par Kubrick. Oui, exactement. Sur la Lune. Alors justement, on a un extrait d'un autre documentaire tout à fait récent, La fabrique du mensonge sur France 5, un documentaire de Pierre Zéot et Elsa Guiol, produit par Babel, avec la fameuse question du drapeau. Pourquoi le drapeau américain, entre guillemets, flottait sur la Lune? Beaucoup de complotistes s'en sont emparés. Regardez l'extrait de ce documentaire tout à fait sérieux et on en parle après. Des internautes s'interrogent sur le drapeau planté sur la Lune. Comment le drapeau peut-il flotter quand sans atmosphère sur la Lune, il n'y a pas de vent? Une interrogation qui a en réalité une réponse pratique. Les gens qui ont emmené un drapeau savaient qu'il n'y avait pas de vent, donc ils ont pensé à faire quelque chose pour qu'on arrive à voir le drapeau. Roger, the EVA is progressing beautifully. I believe they're setting up the flag now. Il fallait que ça puisse être déployé avec des astronautes qui ont des gants. C'est pas facile, hein, c'est pas des gants très simples, bon, dans les scaphandres rigides, etc. Et c'est une petite tige qui maintenait le drapeau pour pouvoir éviter qu'il tombe, quoi. Et c'est vrai que la petite tige métallique qui ressemble à une bande était un petit peu, un peu tordue en quelque sorte, et donne cette impression d'un drapeau qui est dans le vent. D'autres blogueurs se demandent si l'absence d'étoiles dans le ciel est normale. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Une observation, là encore, interprétée de façon biaisée.
Pour ce qui est des étoiles qui n'apparaissent pas, lorsqu'il fait jour sur la Lune, le sol est éclairé et vous ne verrez pas les étoiles dans le ciel. Parce que oui, quand les membres d'Apollo 11 se sont posés sur la Lune, il faisait jour et c'est pour ça qu'on ne voit pas les étoiles dans le ciel puisque le soleil est trop brillant et que les étoiles disparaissent comme sur Terre. Ces commentaires erronés nourrissent une théorie anti-système qui, via Internet, se répand dans le monde entier. Olivier et Jean-Bernard, pourquoi les complotistes n'acceptent pas notamment la parole des scientifiques ? On pourrait comprendre que quand on est entre guillemets en guerre contre le système, on n'accepte pas la parole d'un homme politique, d'un directeur d'administration. Là, on va dire les scientifiques restent quand même des gens généralement estimables dans tous les sondages d'opinion. On dit ils font progresser l'humanité. Donc pourquoi ne pas croire tout simplement les scientifiques qui se gavent pas d'argent au passage, les scientifiques souvent c'est voilà. Les scientifiques sont vus par les complotistes comme les agents d'un système qui sont là pour servir et donner un vernis de vraisemblance à un discours qui serait faux et qui serait construit de toutes pièces. Le rôle du scientifique, il est remis en question de façon violente depuis finalement assez longtemps et c'est encore un stigmate de notre époque. On l'a vu avec la crise du Covid où il y a beaucoup de difficultés à faire comprendre ce que c'est que la méthode scientifique. La méthode scientifique est vue comme une façon de poser sur la table une vérité absolue qui ne bougerait pas. La méthode scientifique, c'est pas ça. La méthode scientifique, c'est établir à l'instant T quelque chose qui fait consensus. Mais ça ne veut pas dire que le coup d'après, avec de nouvelles études, on ne peut pas remettre en question ce qui était la règle commune, le coup d'avant. Donc cette façon de procéder qu'ont les scientifiques est quelque chose qui est mal compris du grand public et qui est dévoyé par les complotistes. Ça, c'est très important. Il faut le savoir, les complotistes, c'est une des caractéristiques des complotistes, les complotistes croient savoir. Et les complotistes croient savoir mieux que tout le monde. C'est un syndrome assez connu. En fait, le complotiste est assez ignorant. Et parce qu'il a lu 3-4 articles, singulièrement maintenant sur Internet, il pense très vite savoir beaucoup plus que les autres. Ce qui s'est passé durant le Covid-19 est vrai, mais à l'origine de Moonhawks, des complots, des thèses sur la Lune, c'est globalement pareil. Il y a un Américain, Bill Kaysing, qui s'appelle Bill Kaysing, qui au détour la moitié des années 70, n'a aucune formation scientifique, aucune formation d'ingénieur de quoi que ce soit, et écrit un livre comme ça, avec ses propres opinions, ses propres données, sans aucune méthode, exactement ce que vous dites, une méthode qui demande du temps, et ça, c'est détestable, en fait, du temps, de la nuance. Et donc, du coup, il va arriver avec ses propres présupposés, ses préjugés, décider qu'il a lui-même les bonnes données, et livrer cette théorie qui va servir de fondement après à tout ce qui sera le complot. Alors, j'ai une question, un autre exemple qui est voisin à tous ceux qui dénoncent un prétendu complot sur la Lune, c'est les fameux platistes. On en parle souvent, avec parfois peut-être, c'est pas notre cas, la volonté de se moquer. Là, on veut expliquer comment ça peut fonctionner dans un esprit humain de croire en ces choses. Regardez à nouveau un extrait dans le même documentaire de la fabrique du mensonge sur comment on en vient à croire que la Terre est plate et pourquoi ça fait sens cette explication. Regardez. Donc, voici le modèle de la Terre plate qui fait le plus consensus. Le pôle Nord est au centre. C'est comme une assiette. Nous serions ici, sur la côte ouest des États-Unis. Ici, il y a le Royaume-Uni et la France serait là. Et tout le reste ressemble à ce que vous connaissez sur un globe. À l'exception d'une chose, l'Antarctique n'est pas un continent couvert de neige de la taille de l'Australie. Non, il s'agit plutôt d'un énorme mur à l'extérieur qui retient toute l'eau des océans, dont la hauteur moyenne est d'un peu plus de 4 km et qui est si hostile que personne ne veut y aller. Alors, avant que vous m'expliquiez ça, on va juste voir un autre extrait, parce que quand j'étais correspondant aux États-Unis, on avait fait un reportage sur un homme qui s'appelait Mad Mike. Vous connaissez sans doute Olivier. C'était un platiste et il avait voulu valider sa théorie que la Terre était plate en construisant une fusée dans son garage. Il avait décollé à bord de sa fusée. Regardez cet extrait d'un reportage qu'on avait réalisé et on en parle après. Mike Hughes, surnommé Mad Mike, a construit pendant des années des fusées artisanales.
Je m'attends à voir un disque plat de là-haut, mais je serai honnête. Si je vois que la Terre est une sphère ou une boule, alors en descendant, je dirais « Les gars, je me suis planté, la Terre est ronde ». Mais il y a une semaine, le dernier essai a tourné au drame. Un parachute s'est détaché dès le lancement. La fusée est retombée en s'écrasant, tuant Mad Mike sur le coup. La communauté platiste est orpheline de celui qui aurait pu lui fournir enfin la réponse. Et en plus, ça se termine par un drame, puisque donc Mad Mike est mort dans son expérience. Quand on voyait là, la représentation là en bois, il y a un mur de glace qui protège. Comment est-ce que ça résiste, ne serait-ce, encore une fois, je ne parle pas de la science, mais ça, il faudrait qu'il y ait tous les gouvernements du monde qui se soient organisés pour créer un mur de glace et qu'on interdit aux gens d'aller voir. Enfin, comment ça fonctionne dans leur esprit ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous utilisez spontanément l'une des méthodes. Il n'y en a pas 36 000, hein. On en discutait tout à l'heure. Il n'y en a pas 36 000 pour essayer alors sinon de convaincre, en tout cas de contrer un peu le complotisme. Cette méthode, elle est excellente. Enfin, en tout cas, c'est une de celles qu'on professe le maximum. À savoir, pousser les théories dans leur retranchement. Dire à celles et ceux qui y croient, mais imaginez-vous tout le mécanisme, toutes les constructions dont il faut faire preuve pour tenir ce mensonge-là. Imaginez-vous le nombre de photos, là en l'occurrence, qu'il faudrait avoir bidonnées, les gens dont il faudrait avoir acheté les témoignages, les scientifiques dont il faudrait avoir déformé les travaux, etc. On fait taire, enfin. On fait taire. Sur la Lune, c'est pareil. Il y a quand même eu 6 missions, il y a 12 astronautes qui ont marché sur la Lune, on l'oublie souvent. Ça veut dire que c'est des dizaines et des centaines, voire des milliers de personnes. 80 000 ingénieurs, scientifiques qui ont travaillé sur le programme Apollo. Ça veut dire beaucoup de gens à acheter. Exactement. Dans toutes ces personnes-là, personne n'aurait jamais parlé. Et bien ça, par exemple, c'est une méthode d'argumentation, si tant est qu'il y en ait une, d'intéressante, pour justement essayer de contrer un peu les théories complotistes. La réalité, c'est que souvent, quand on a envie de croire ça, on va tout faire pour y croire. Et on va tout regarder dans ce sens-là. À savoir, vous parliez tout à l'heure de tous ces arguments que l'on peut accumuler, c'est même un terme, on parle de millefeuille argumentatif. C'est-à-dire le fait de superposer toutes les couches et surtout, et c'est ce qui fait le ferment des théories complotistes, de trouver un lien entre tout ça. Et en fait, tous ces gens-là, ils ont envie de croire ça. Alors, ce qui est aussi un accélérateur de ce phénomène, c'est le triomphe de la post-vérité dans lequel on patauge à l'heure actuelle. Dont Trump politiquement et sur les réseaux sociaux, parce que je précise juste pendant que vous répondez, Olivier, que dans un reportage de 2023, notre reporter Jules Longchamp avait fait faire un sondage. 16% des jeunes pensaient que la Terre est plate et ça montait à 29% chez les utilisateurs de TikTok qui pensaient que la Terre était plate. Est-ce que cette post-vérité, elle est, Jean-Bernard le disait, elle est décuplée à cause des réseaux? Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux sont un outil qui peuvent avoir des utilisations formidables, mais leur versant obscur, il est patent. Hein, et c'est cette façon d'installer l'idée que les opinions sont plus importantes que les faits. Les journalistes savent que les faits, il n'y a que les faits, il faut toujours en revenir aux faits. Aujourd'hui, c'est installer l'idée que chaque opinion se vale, c'est cette façon dont le débat autour de la liberté d'expression a été complètement dévoyé. Les opinions ne font pas tout. Et quand on voit l'exemple malheureux de ce platiste qui a trouvé la mort dans l'explosion de sa fusée, il y avait le grand auteur de science-fiction, Philippe K. Dick, a eu une phrase que j'aime bien, qui dit que la réalité, c'est ce qui continue à exister, même quand vous avez cessé d'y croire. Les lois de la physique, elles sont de ce ressort-là. Quand la fusée, elle a été mal dimensionnée et elle ne peut pas faire son vol correctement, elle finira par s'écraser. Donc, il n'y a pas de complot là-dedans. Il n'y a pas de complot là-dedans, c'est la physique. Juste, il nous reste un peu moins de 2 minutes, mais je voulais revenir justement sur Artemis 2. Dans quelques jours, les 4 astronautes d'Artemis 2 vont passer derrière la face cachée de la Lune. Ils n'ont pas encore posé le pied, mais derrière la face cachée de la Lune. On est en 2026. Ils vont avoir encore plus d'images que dans les années 70. Ils vont ramener plein d'images, il va y avoir des directs. Ils vont ramener tout ça. Comment vont réagir les complotistes en disant on n'a jamais envoyé les astronautes d'Artemis 2 quand ils vont ramener ces tonnes d'images et de preuves? Il y aura toujours une façon de dévoyer le discours. Parce qu'il y a aussi, pendant ce voyage derrière la Terre, il y aura ces fameuses
40 minutes de non-connexion. Ah oui, de non-communication. Donc, tout peut se passer. Donc, tout peut se passer. Une base Comment se fait-il extraterrestre, qu'à notre un complot. époque, on ne soit pas capable de rester en connexion en permanence? Bon. Tout est à chaque fois réutilisé dans un autre sens. Donc, de toute façon, il faut leur faire confiance. Ils penseront qu'à un moment, on a tenté de modifier les choses, de bidouiller, etc. C'est sûr. Et même chose quand, on l'espère, la suite du programme Artemis verra à nouveau des hommes et une femme poser le pied à nouveau sur la Lune, avec à nouveau les moyens technologiques, les caméras, tout ça. À nouveau, on trouvera un moyen de le contester pour les complotistes. À nouveau, mais la profusion, il faut en revenir toujours à la question de la source. Les journalistes, on le sait, et ce qui est important, c'est la source. Le public qui nous regarde doit avoir ce réflexe de toujours aller voir d'où émane le discours qu'il trouve séduisant à un instant T. Qui parle. Si l'information selon laquelle il y a eu des gens sur la Lune n'est pas diffusée par tous les médias du monde, s'il y a un type dans son coin qui le prétend, c'est louche. Quand il y a une unanimité qui se fait, ça a quand même des raisons derrière. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Vous reviendrez, j'espère, pour la suite et pour parler, évidemment, vrai du programme Artemis. Dans un instant, le journal Météo Climat. À 23h, vous retrouvez Jean-Christophe Galeazzi. L'info continue sur France Info. Retrouvez le Canal 16 en direct sur l'application France Info.